Vous comme moi n'avons certes pas l'habitude de voir les femmes dans de telles situations. Et pour cause, il est certain que la mixité homme-femme dans l'ensemble du paysage professionnel français est encore loin d'être atteinte. Pourtant, depuis 30 ans, les femmes, car ce sont bien d'elles que nous allons parler, sont de plus en plus présentes sur le marché du travail. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 1996, elles sont 11,5 millions de femmes à travailler pour 14 millions d'hommes. Alors qu'en 1968, elles ne représentaient que 1/3 de la population active. Augmentation des femmes qui travaillent? Oui. Mais de nombreuses professions leur sont encore inaccessibles. Des exemples, les métiers de la mécanique ou du bâtiment. Alors, forte d'une réflexion dans ce domaine, l'association Études et Chantiers Lorraine n'a pas hésité à mettre en place un stage de formation dans le bâtiment ouvert à un public entièrement féminin. On peut en effet se poser cette question. Y a-t-il encore des raisons aujourd'hui pour que l'accès des femmes à ces métiers non traditionnellement féminins reste si difficile? Héritage culturel, difficultés liées au métier, législation, le comportement des chefs d'entreprise ou des femmes elles-mêmes sont autant de questions sur lesquelles nous nous devons de réfléchir. Je m'appelle Dominique, j'ai 39 ans. Lorsque l'ANP m'a proposé une formation dans le bâtiment, j'étais un peu sceptique, mais pour me lancer un défi, j'ai accepté. À vrai dire, mon entourage a beaucoup ri, a beaucoup lancé de réflexions, genre du genre, tu n'y arriveras pas, tu ne tiendras pas le coup, c'est bien trop fatigant, il n'y a que des hommes pour faire ça. Mais la preuve, je suis là, je tiens le coup, et je pense que lorsqu'on veut, on peut. Alors vous, Madame Thomas, vous dirigez une entreprise qui répare des moteurs électriques industriels et vous êtes ingénieur de formation. C'est tout de même original, une femme ingénieure. Alors comment ont réagi vos parents lorsque vous avez choisi cette voie? Eh bien, pour tout vous dire, mes parents ne m'imaginaient pas du tout comme ingénieur. Ils me voyaient plutôt institutrice ou professeur pour pouvoir m'occuper de mes enfants. Mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui s'intéressaient à mon développement et qui souhaitaient mon épanouissement. Et quand je leur ai annoncé que je voulais devenir ingénieur, ils m'ont suivi et ils m'ont même encouragé. On peut très bien comprendre la réaction de l'entourage de Dominique. Car l'insertion professionnelle des femmes dans des emplois non traditionnellement féminins et peu qualifiés ne repose sur aucun modèle, sur aucune tradition. En effet, il ne faut pas oublier que notre héritage culturel a emprunté ses valeurs à un passé spécifique à la Lorraine. La mine, la sidérurgie, le textile et bien sûr les écoles ménagères de l'entre-deux-guerres ont dessiné avec le temps la place de la femme dans le monde du travail. Ces valeurs que nous avons longtemps encouragées sont aujourd'hui un frein à l'embauche des femmes. Monsieur Antoine, vous êtes maire de la Neuveville d'Arrière-Fougue, un village de 147 habitants dans la région du Toulois, en Meurthe-et-Moselle. On peut dire que c'est un village rural et que pratiquement tout le monde se connaît. Et pourtant, dans le cadre de votre fonction, il vous est arrivé quelque chose. Pouvez-vous nous l'expliquer? Oui, dernièrement, nous avons ouvert un poste sur 2 volets, un volet animation et un volet cantonnier. Ces 2 volets ne font qu'un seul poste de travail. Et quand nous avons lancé les candidatures, nous avons donc reçu beaucoup plus de CV de femmes que d'hommes. D'accord. Et on s'est très vite aperçu que les femmes sur ce poste étaient beaucoup plus motivées que les hommes. Nous avons donc embauché une femme, et au sein de la commission d'embauche communale, les femmes qui faisaient partie du conseil municipal ont très vite émis beaucoup d'objections, principalement sur la force physique et sur la capacité des femmes à tenir un poste de cantonnier. Nous avons donc quand même embauché une femme, et au niveau du village, tout se passe très bien quand cette femme travaille sur le volet animation et s'occupe d'enfants. Elle a la reconnaissance des personnes. Par contre, quand elle travaille sur le volet cantonnier, eh bien tout le monde l'ignore, on fait comme si elle n'existait pas. Donc même les habitants du village, en fait, ne la reconnaissent pas, quoi. Les habitants du village ne la reconnaissent pas sur ce poste. Et se pose pour elle la question, comment elle va-t-elle trouver les marques pour pouvoir continuer son poste sur ce volet-là? La réaction des conseillères municipales montre quand même que chez les femmes elles-mêmes, les clivages entre travail masculin et travail féminin restent très forts. Alors Madame Thomas, que se passe-t-il dans la tête des femmes? Eh bien, personnellement, je suis convaincue que pour nous autres, les femmes, les choses ne sont pas très claires. En particulier, nous considérons que le travail familial est une charge et donc un frein. Et nous ne voyons pas qu'il est aussi un pouvoir. Ce pouvoir, nous n'acceptons pas de le partager. Et tant que nous n'aurons pas fait cet effort de clairvoyance,
nous ne pourrons pas accéder au pouvoir que donne l'exercice d'un métier. Je m'appelle Laurence, j'ai 21 ans. Mon objectif premier était de passer le CAP Petite Enfance. N'ayant pas trouvé de CES, je me suis renseignée à la mission locale qui m'a proposé de faire un stage dans le bâtiment. Au début, j'étais un peu surprise, mais j'ai accepté quand même. Ça va faire bientôt 4 mois que j'y suis. Au début, c'est vrai que c'est dur. Et finalement, ça me plaît, c'est pas aussi difficile que je le croyais. On constate que ce sont les femmes les plus touchées par le chômage de longue durée. Et les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans sont majoritairement des filles. Pour trouver du travail, Laurence n'a pas hésité à s'inscrire dans une action de découverte des métiers du bâtiment. Sa démarche pose tout de même le problème de l'orientation professionnelle. Madame Dutreuil, vous êtes chargée de mission pour l'orientation des filles au rectorat de l'Académie de Nancy-Metz. Nous avons déjà pu voir depuis le début de ce document que le contexte familial, le contexte culturel conditionne fortement le choix de vie d'une jeune fille. Alors vous qui avez les enfants dans les écoles, les établissements scolaires, vous rencontrez les parents, avez-vous pu observer une évolution au niveau de l'état d'esprit des familles justement? Je dirais que globalement, les mentalités évoluent. Maintenant, quand vous parlez aux familles d'automatisme, d'ingénierie, de techniques pour les filles, ce sont quand même plus des surprises comme ça l'était autrefois. Mais quand même, les stéréotypes ont tendance à rester bien ancrés. Et à mon avis, je pense que c'est difficile de faire bouger les filles et les familles si tout autour, rien ne bouge dans la société. C'est-à-dire que c'est une question aussi d'éducation que les parents donnent avec les valeurs qu'on véhicule pour les garçons et les filles qui sont encore malheureusement trop différenciées. La socialisation des garçons et des filles est encore trop différente. C'est une question de société. Il faut chercher à ce qu'il y ait plus d'égalité entre les hommes et les femmes en matière de travail, en matière de politique, en matière de garde d'enfants, etc. C'est, à mon avis, aussi un rôle énorme des entreprises à ouvrir davantage leurs portes à un public féminin. C'est aussi les médias, la publicité, les feuilletons qui donnent une image traditionnelle de la femme, même s'il y a une évolution. Donc, c'est tout ça à faire évoluer. Je ne vois pas comment l'école pourrait à elle seule essayer de combattre tous ces stéréotypes si par ailleurs rien ne bouge. Oui, nous sommes bien d'accord, mais tout de même, les jeunes passent énormément de temps dans les écoles, les établissements scolaires, les universités. Alors, l'éducation nationale n'a-t-elle pas son rôle à jouer pour vous? Quelles pourraient être les mesures à prendre? Ce que j'ai envie de dire tout d'abord, c'est qu'à mon avis, il faut rendre visible cette problématique. C'est-à-dire que si on pense qu'on traite à égalité les filles et les garçons sans rien faire de spécial, on se trompe. Bien au contraire, je pense même qu'on ne fait que figer les choses. Alors que si à l'inverse, on s'autorise à réinterroger ce problème, à pointer les différences d'orientation des filles et des garçons, là peut-être on permettra par cette interrogation de les traiter et de les faire évoluer. Mais c'est aussi travailler sur le pôle des formateurs, c'est-à-dire des enseignants, des conseillers d'orientation, de tous les personnels de l'éducation nationale, parce que ce sont eux les acteurs de terrain qui vont nous aider à mettre en place ces actions auprès des adolescents et des adolescentes. C'est aussi en aval aider les établissements industriels qui essaient d'accueillir des jeunes filles à réfléchir à l'amélioration de cet accueil, puisque vous savez comme moi qu'elles sont encore souvent minoritaires et que vivre dans un milieu fortement masculin, c'est pas toujours facile quand on est une jeune fille. Et puis encore plus en aval, je dirais, c'est ne pas oublier de se doter de partenariats, de créer des partenariats avec les entreprises et notamment les sensibiliser aux compétences que peuvent apporter les jeunes femmes une fois qu'elles sont dans le milieu du travail. Ça bouge en matière d'éducation et les mentalités évoluent, mais c'est long. En effet, ça fait 20 ans que les actions et les recherches en faveur du travail des femmes et de sa diversification ne manquent pas. L'Europe, le ministère du Travail, les délégations aux droits des femmes, l'éducation nationale, le tissu associatif tentent de bousculer les schémas traditionnels et d'inciter les femmes et les chefs d'entreprise à avoir une autre vision du monde du travail. Oui, mais les résultats ne pourront se faire sentir que si, parallèlement, les chefs d'entreprise eux-mêmes s'interrogent sur la place et le rôle des femmes dans leur entreprise. Didier Fringant et son frère Jean-Luc
dirige une menuiserie industrielle. Il ne se pose plus ces questions. Implanté à Uruf, notre atelier de menuiserie a toujours compté dans son effectif 25% d'emplois féminins. Issues du village, des villages environnants, de milieu local, elles se sont toujours bien adaptées à l'entreprise. Et je dirais que le choix homme-femme est plus une question d'organisation après dans l'entreprise, dans l'affectation des postes à chaque personne. Et c'est ainsi que les postes demandant plus de minutie, comme l'assemblage, le montage, sont traditionnellement réservés aux femmes dans l'entreprise. Elles sont douées en général plus que les hommes de qualité un petit peu esthétique. Elles voient tout de suite l'aspect esthétique du produit. Et je dirais que cette mixité aujourd'hui toute naturelle a enrichi la mentalité du groupe par expérience avec d'autres secteurs. On note dans notre atelier moins d'agressivité que dans des ateliers uniquement masculins ou uniquement féminins. Je m'appelle Magali, j'ai 19 ans, je suis en formation à Études et Chantiers Lorraine. J'ai effectué un stage en entreprise dans le carrelage. Le patron a été très content de moi, il m'a dit que le fait d'avoir une femme sur le chantier avait changé l'ambiance du chantier et que les hommes étaient moins agressifs. Monsieur Fringant en est lui convaincu. Mixité, organisation du travail, ne serait-ce donc pas là des pistes à explorer? Mais face à l'argument de la technicité. Certains métiers sont-ils inaccessibles aux femmes? Eh bien, même dans la filière bâtiment, on trouve des chefs d'entreprise qui n'hésitent pas à leur faire confiance. La preuve, tout simplement. Un exemple parmi tant d'autres, l'entreprise Weiler de Morange vient de recruter une femme comme conducteur de travaux. Alors, monsieur Arnoux, vous dirigez Weiler Bâtiment. La question qu'on a envie de vous poser, c'est pourquoi une femme à ce poste? Pourquoi pas? Chez Weiler, nous n'avons jamais établi de différence entre les hommes et les femmes sur un même poste. En l'occurrence, nous cherchions un jeune ingénieur diplômé qui deviendrait conducteur de travaux chez nous pour prendre en charge le plus rapidement un chantier, puis à court terme, un chantier de réhabilitation en site habité. Donc, une qualité de communication assez importante était nécessaire et nous avons trouvé cette qualité chez une femme qui était là parmi d'autres concurrents, d'autres candidats. Nous aurions pu embaucher un homme de la même façon pour le même poste. On a donc une femme conducteur de travaux dont le profil du poste était axé sur la communication. Bon, d'accord, mais il est certain que la formation première reste tout de même très technique. Alors, mademoiselle Ménel, on aimerait quand même savoir comment vous en êtes arrivé là. J'ai fait une école d'ingénieur où j'ai pris l'option génie civil et urbanisme. Nous étions environ 30% de femmes. Ensuite, j'ai décidé de me diriger vers le chantier. Donc là, on n'était plus que 5 sur 25. D'accord. Ensuite, j'ai cherché un emploi. Et là? Là, j'ai envoyé des lettres de candidature, j'ai fait des entretiens. Oui. Et il s'est avéré qu'à certains entretiens, les employeurs avaient déjà choisi de ne pas prendre de femmes. Avant donc de vous convoquer, ils savaient qu'ils ne voulaient pas de femmes? Tout à fait. D'accord. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de rentrer chez Weiler. Alors d'accord, votre premier jour dans l'entreprise Weiler? Ben, ça a été assez dur. En effet, le premier jour, les gens sont étonnés de voir une femme. Et ils ont essayé de me tester. Bien sûr. Et au bout de 3-4 jours, ils ont vu mes compétences. Et maintenant, il n'y a plus du tout de problème. Tout se passe très bien. Exactement. Monsieur Ambar, si nous sommes ici chez vous aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous travaillez dans le bâtiment, ni même de manière plus générale dans la technique. Par contre, vous avez vécu, en tant que particulier, une expérience. Quelle est-elle? Effectivement, j'attendais un devis pour une façade et un jour à 12h30, j'ai vu une charmante jeune femme bien habillée, bien maquillée se présenter chez moi et j'attendais qu'elle me remette le devis en main propre. En fait, très rapidement, elle a été prendre des mesures, elle a commenté la qualité de la pièce, elle m'a donné en tant que femme tout un tas d'éléments me permettant de choisir plus facilement les couleurs et c'est là que je me suis rendu compte que c'était non pas la secrétaire de direction comme j'imaginais, mais la technicienne. Complètement décalé par rapport aux techniciens dont j'avais l'habitude, qui sont plus des hommes, babacou ou quoi. Ce qui fait que la prochaine fois que j'aurai un devis à faire, je n'hésiterai pas à faire appel à cette entreprise, car cette jeune femme m'a totalement convaincu tant sur le plan technique que sur le plan personnel.
Je m'appelle Sylvie, j'ai 38 ans, je participe à un stage à l'étude des chantiers de Lorraine dans le métier du bâtiment. Ce stage va me permettre d'acquérir des compétences telles que l'électricité, la plomberie, le carrelage, le revêtement de sol et la peinture. Alors, technique, pas technique, les femmes ne sont pas techniques. Et pourtant, à travers les différents témoignages que nous voulons voir, on se rend quand même bien compte qu'elles ont leur place dans ce domaine. Et en électrotechnique, ont-elles leur place? Eh bien, contrairement à ce qu'on pense, le métier d'électrotechnicien est un métier qui peut parfaitement être exercé par une femme. C'est un métier qui exige des qualités de précision et de rigueur, des qualités qu'on reconnaît généralement aux femmes. Et donc, c'est un métier que tous peuvent exercer. Malheureusement, on ne trouve pas beaucoup de femmes électrotechniciens sur le marché. Et personnellement, j'ai dû mettre 3 ans pour pouvoir embaucher Emmanuelle, électrotechnicienne. Au-delà d'un savoir-faire technique, maintenant indiscutable, il semble que les femmes apportent au sein de l'entreprise des atouts spécifiques allant dans le sens de l'amélioration qualitative de la production. Mais y aurait-il encore d'autres freins à l'embauche d'une femme? Alors, dans le monde du travail, quand on parle de l'emploi des femmes à un chef d'entreprise, la première question le plus souvent soulevée, c'est quand même l'absentéisme. Et pourtant, vous, Madame Thomas, vous analysez les choses différemment. Bien sûr, comme tout chef d'entreprise, c'est une question que je me pose quand j'embauche une femme, et en particulier quand j'embauche une femme à un poste clé. Et puis ensuite, je réfléchis et je me dis, est-il si difficile d'organiser un remplacement quand un départ est prévu, un congé en maternité est prévu plusieurs mois à l'avance, quand sa durée elle-même est définie d'avance? À tout prendre, je préfère cela plutôt que de me retrouver un lundi matin avec une personne qui ne vient pas travailler pour telle ou telle raison, et en général sans avoir prévenu. Une femme technicien en électrotechnique, une femme chef de chantier, une femme conducteur de travaux. Mais monsieur Arnaud, il est tout de même rare de trouver une femme ouvrier dans le gros œuvre. C'est vrai, mais il ne faut pas oublier que dans le bâtiment, la pénibilité des tâches est très importante. Les matériaux que nous mettons en œuvre, le béton, avec les matériels, des coffrages métalliques, sont tous très lourds. Nos ouvriers, nos compagnons, à 50 ans, sont physiquement usés. Oui, mais il y a tout de même quelque chose d'incompréhensible. Si vous dites qu'à 50 ans, beaucoup d'hommes sont déjà usés physiquement, alors la pénibilité des tâches pour l'embauche d'une femme, c'est un faux problème. N'y a-t-il pas des solutions? Nous pensons qu'il y a des solutions. Nous sommes en train de réfléchir avec des industriels, en particulier sur du matériel de coffrage dans un matériau plus léger, dans un matériau nouveau, qui pourrait être mis en œuvre par nos compagnons ou pourquoi pas par des femmes sur le chantier. Ça fait l'objet d'ailleurs d'une expérimentation que nous envisageons de développer dans les mois qui viennent sur un chantier de la région Lorraine. Pour que les femmes accèdent à ces métiers non traditionnellement féminins, il reste à bousculer beaucoup de schémas. Il reste à inciter l'ensemble de la société à avoir une autre vision du monde du travail et d'autres représentations des rôles hommes-femmes. Utiliser les obstacles à l'accès des femmes dans certains métiers, dans certains secteurs professionnels, et y apporter une analyse nouvelle, comme on vient de le voir avec l'entreprise Weiler et d'autres, c'est peut-être la réflexion qui pourrait permettre non seulement de faire évoluer l'emploi des femmes, mais également de revaloriser l'image de certains secteurs professionnels. Il revient donc aux chefs d'entreprise, aux centres de formation, aux élus, aux législateurs, aux femmes elles-mêmes et à l'ensemble des citoyens de faire évoluer les choses.